ce forum sur le service public de la petite enfance, dont le titre est « Une ambition fragilisée par des moyens insuffisants ». Nous avons jusqu'à 11 heures à peu près pour discuter ensemble, et à un moment ou à un autre, bien sûr, vous, chère mère, vous êtes amenés à intervenir et à poser un certain nombre de questions. N'hésitez pas, en tout cas, à lever le doigt si vous avez une question brûlante qui arrive à votre esprit pour qu'on puisse la relayer ici. Les maires sont en première ligne pour répondre aux attentes des familles, et ces dernières, dès le premier âge, se tournent vers eux pour trouver un mode d'accueil ou être accompagnés dans leur parentalité. Il y a d'autres, c'est ça? Oui, bon, bref. Les communes sont les autorités organisatrices depuis le 1er janvier 2025 en vertu de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023. Comment les choses se passent depuis? Plusieurs intervenants sont à mes côtés donc, pour apporter des éléments de réponse. Avec deux coprésidents qui sont derrière moi, dans mon dos, et qui vont bientôt rejoindre cette scène, bien au fait du sujet. Donc j'ai nommé Clotilde Robin, adjointe au maire de Roanne, vice-présidente de Roanne Agglomération, et Daniel Cornalba, maire de l'Étang-la-Ville, et donc ils sont tous les deux coprésidents du groupe de travail Petite Enfance de l'AMF. Plusieurs intervenants suivront aussi à ce pupitre sur cette scène. Et donc je vais vous les présenter aussi. Jean-François Guillaume, maire de Ville en Vermois, Meurthe en Moselle. Djalali Teshtash, maire de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Christine Fornès, maire d'Ambérieux en Dombes et vice-présidente en charge de l'action sociale de la petite enfance et de l'insertion professionnelle de la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée, et Dalélie Eustache, adjointe au maire de Bémao en Guadeloupe. Avant d'aller au fond du sujet, peut-être deux petits mots des deux coprésidents pour lancer quand même, je ne l'avais pas prévu, mais au moins dire bonjour, ne serait-ce que cela, et puis voir un petit peu quelles sont les attentes en termes sur ce forum-là. Clotilde Robin, Daniel Cornalba, je vous laisse saluer le public donc. Oui, bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, deux petits mots d'accueil très très brefs parce que l'ordre du jour est dense. Deux petits mots pour vous saluer, vous remercier de votre présence, vous redire que nous sommes heureux de vous accueillir. L'an dernier, c'était un forum d'information et cette année, ce sera peut-être plutôt un forum de point d'étape, de mise en place de ce service public petite enfance, vous dire où nous en sommes et puis avoir des retours de terrain. Ce sera un forum peut-être plus interactif. L'an dernier, nous avions la présence d'une ministre, nous avions la présence de la CNAF et cette année, nous allons peut-être pouvoir échanger avec vous, avec la salle. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Et je souhaitais vraiment rappeler et déjà remercier Clotilde, puisque ça fait désormais 1 an que je co-préside à tes côtés et c'est un vrai plaisir. Le service public de la petite enfance, on va en parler, c'est quelques gros enjeux pour nos territoires et on est ravis de voir que nombre de communes s'emparent de ce sujet. Bien souvent, on n'a pas attendu la loi en tant que maire pour agir et on va le voir, il y a des sujets financiers, il y a des sujets RH, il y a des sujets aussi de données, d'accès aux données. Et donc je suis ravi d'ailleurs que nous ayons une perspective démographique qui nous sera présentée comme lame de fond. Et donc un grand merci à vous aussi, monsieur tout le monde, d'être des nôtres ce matin. Eh bien justement, on va lancer en quelque sorte et présenter Monsieur Tout-le-Monde qui va nous rejoindre à son tour, qui est donc directeur de recherche à l'INED. On ne l'a pas répété, hein, mais bon, venez Monsieur Tout-le-Monde. Vous allez, à travers quelques slides, 3 précisément, nous planter un peu le décor. La première question est de savoir quelle est l'ampleur de la baisse de la natalité en France, parce que tout ce service de la petite enfance se déroule en quelque sorte, a lieu dans un cadre global de dénatalité, donc qui est étayé. Et à l'INED, bien entendu, vous êtes bien au fait de ce qui se passe. Bonjour, merci. Oui, effectivement, la mise en place du service de la petite enfance, on peut dire d'une certaine façon, peut être facilitée par le fait qu'avec la baisse des naissances, la demande potentielle a plutôt tendance à diminuer. Donc ça permet soit de faire des économies, soit d'utiliser l'argent pour améliorer le service. En tout cas, a priori, ça devrait être moins tendu que s'il y avait une augmentation importante du nombre de naissances. Bon, on va voir que malheureusement, disons, c'est un peu un effet collatéral bénéfique d'une baisse de naissance qui peut par ailleurs être considérée comme problématique.
Alors, on m'a demandé de tracer à grands traits les évolutions. Je vais voir si... Alors, il faut viser voilà. l'ordinateur. Ah oui, vous avez c'est raison. ça, Voilà, c'est ça. Alors, donc d'abord, je vais vous présenter un graphique qui est un petit peu compliqué. Vous avez ici, en noir, le nombre moyen d'enfants qu'ont les femmes. Et on voit qu'en France, la fécondité est restée très importante, plus de 2 enfants en moyenne par femme. Et c'est vrai pour les femmes qui sont nées dans les années 80, qui ont aujourd'hui un peu plus de 40 ans. Par contre, pour l'avenir, on prévoit une baisse assez importante, peut-être vers 1,6 enfants par femme en moyenne. Et alors, on voit bien sûr, il y a une incertitude très forte pour les femmes qui ont aujourd'hui 15 à 20 ans. Hein. Elles auront éventuellement leur premier enfant vers 30 ans, leur deuxième vers 35 ans. Donc, bien sûr, on ne sait pas ce que sera la France dans 10 ou 15 ans. Mais on voit que les femmes qui ont aujourd'hui 30 ans, elles auront certainement moins d'enfants que celles qui ont aujourd'hui 40 ans. Et c'est corroboré par le fait que des questions qu'on a posées ici, vous avez des réponses en rouge sur le nombre idéal d'enfants. Il y a une baisse importante en 20 ans. Quand on demande à la population française quel est le nombre idéal d'enfants dans une famille, eh ben, au début du siècle, c'était 2 ou 3 enfants, plus souvent 3 que 2, alors qu'aujourd'hui, c'est 2 qui dominent beaucoup, avec de plus en plus de personnes, et notamment les jeunes adultes, qui disent « Pour moi, une famille, c'est un seul enfant », ou voire « je peux très bien vivre ma vie sans avoir d'enfants ». Chose qui était très difficile à dire par les jeunes il y a une vingtaine d'années. Et dans les intentions de fécondité, on voit, c'est les courbes en bleu, on voit que les jeunes qui ont aujourd'hui moins de 30 ans, en moyenne, ils déclarent vouloir avoir moins de 2 enfants en moyenne. Alors, comme on sait qu'en général, les gens ont moins d'enfants que ce qu'ils veulent quand ils sont jeunes, hein, parce que quand on est jeune, on veut voyager, on veut profiter de la vie, on veut s'engager, on veut faire plein de choses. Et donc, c'est tout à fait normal hein, qu'à la fin de la vie, on ait un peu moins de voitures, un peu moins de résidences secondaires, fait un peu moins de voyages et donc peut-être eu un peu moins d'enfants grâce à la contraception et à la possibilité de recourir à l'avortement. Il n'y a plus, comme il y a 20 ou 30 ans, des naissances non désirées qui venaient s'ajouter. Donc, tout ça fait qu'on peut supposer qu'il va y avoir une baisse de la fécondité. Alors, il faut replacer ça dans l'évolution générale de la population. On a eu une augmentation du solde migratoire. Donc, en termes de population, ça fait à la fois des nouveaux habitants, ça fait aussi des nouveaux habitants qui ont eux-mêmes des enfants. Donc, ça vient compenser la baisse de la fécondité par l'augmentation de la population. Et puis, l'espérance de vie, on avait eu 3 mauvaises années avec le Covid et puis des variants, des épidémies de grippe en 2020, 2021, 2022. En 2023, il y avait eu une grande amélioration, mais en 2024, les progrès se tassent, disons, en termes de progrès contre la mort. Donc, en termes de tendance, donc ici, je vous ai mis une pyramide des âges. Vous avez les hommes à gauche, les femmes à droite, les nouveau-nés en bas et les vieillards en haut. En orange, donc ça, ce sont les projections de l'INSEE, l'Institut national de la statistique. Donc en orange, vous avez la population en 2021. Et puis en noir, vous avez différentes hypothèses pour 2070. Donc vous voyez, c'est un horizon assez lointain. Et donc on voit 2 choses. En dessous de 70 ans, il y a une assez grande incertitude. Hein. Bien sûr, les enfants qui naîtront en 2070, leurs parents ne sont pas encore nés. Hein. Donc, il y a pas mal d'incertitudes. Mais il n'y a pas de temps. Enfin, il y a une tendance à la légère baisse, probablement. Par contre, au-delà de 75 ans, on voit les générations nombreuses du baby-boom qui vont remplacer les générations moins nombreuses de la première moitié du XXe siècle. Donc ça, c'est quelque chose que les démographes disent depuis 30 ans ou même 40 ans. Hein, on le sait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 82, quand il y a eu la mise en place de la retraite à 60 ans, on parlait du choc de 2006, quand les premières générations du baby-boom atteindraient l'âge de 60 ans. Maintenant, ces premières générations du baby-boom, elles atteignent presque 80 ans. Donc, elles sont à l'âge où on décède et surtout à l'âge où on devient dépendant et donc où on a besoin d'aide. Donc, il va y avoir une augmentation très importante du nombre de personnes âgées. Et donc, il va y avoir un besoin d'organisation sociale. Est-ce qu'on veut que ce soit les personnes de la famille, notamment les filles ou les belles-filles qui s'occupent des personnes âgées? Est-ce qu'on veut que ce soit des personnes qu'on rémunère? Est-ce qu'on veut que les personnes âgées restent chez elles? Et dans ce cas-là, comment on fait pour rendre la chose possible? Hein, on voit bien qu'il y a une sous-estimation du fardeau pour les aidants familiaux, du soin quotidien des personnes âgées quand elles deviennent dépendantes. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important, qui est devant nous, qui commence à être visible. Et j'imagine que vous, dans vos communes, il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà confrontés à des besoins très importants
d'aide aux personnes âgées, mais c'est que le début. Il va y avoir une augmentation très importante à horizon 2040-2045, et il n'y aura pas de retour en arrière, parce que la fin du baby-boom n'a pas conduit à une diminution du nombre de naissances, donc il n'y aura pas de diminution du nombre de personnes âgées. Donc il faut vraiment se préoccuper de ça tout de suite. Les fils et les beaux-fils sont concernés aussi? Non, mais juste par rapport en France, est-ce que c'est statistique ce que vous dites, ou c'est le sentiment que globalement c'est plutôt les filles et les belles filles en l'occurrence qui vont s'occuper de cette réalité-là? À une époque, on voulait mettre les femmes au travail pour qu'elles se libèrent, qu'elles puissent être indépendantes économiquement. Mais mettre les hommes à la maison, c'est plus difficile. Et d'ailleurs, il y a un problème éthique, philosophique. Est-ce que c'est à l'État de décider qui s'occupe des rôles dans la famille? Donc il y a à la fois une aspiration très forte à l'égalité entre les femmes et les hommes, et il y a disons, une baisse des inégalités entre les femmes et les hommes qui est très faible. Les femmes en font un petit peu moins qu'il y a 20 ans, grâce au progrès technique, grâce peut-être à la baisse de l'exigence en termes disons, de gestion du ménage et du quotidien, mais les hommes, ils n'en font pas plus. Et donc, et le soin aux personnes âgées dépendantes, c'est difficile. Humainement, c'est compliqué. Quand il faut s'occuper d'un parent, d'un oncle ou d'une tante, qu'il faut faire les soins du corps, c'est non seulement physiquement difficile, mais humainement, c'est aussi compliqué. Et donc ça, les hommes, il va falloir les éduquer si on veut qu'ils fassent. Voilà, pour se mettre au niveau, quoi, visiblement. Voilà. Alors, bon, le sol migratoire, il est très incertain dans les projections, mais de toute façon, ça ne va rien changer. Le sol migratoire, ça permettra peut-être d'éviter la baisse de la population active, mais ça ne limitera pas le vieillissement. Donc, ce sont deux questions qui sont tout à fait différentes. Voilà, donc des questions pour la table ronde. Donc, bien sûr, vous êtes là pour parler du service public de la petite enfance. Donc, comme je disais, les Français et les Françaises veulent moins d'enfants. Donc, ça permet soit de faire des économies, soit de dépenser l'argent ailleurs, et on voit il y a la tentation dans le financement de la sécurité sociale d'utiliser l'excédent de la branche famille pour financer ailleurs, soit on peut améliorer les politiques, et la discussion le montrera certainement, entre les ambitions du politique et les moyens qui sont mis pour les mettre en œuvre, il y a une certaine distance, mais il faut bien être conscient que le vieillissement va être un élément extrêmement important, et pour les 20 prochaines années, ça va être la cause principale d'augmentation des dépenses, notamment dans les communes. Alors, un dernier mot pour finir, la question de la diminution de la population. Si le nombre de naissances diminue, donc à court terme, ça permet de faire des économies, mais quand les naissances en moins, ça fait des actifs en moins. Là, il peut y avoir un problème économique, mais les modèles démo-économiques montrent que ça n'a pas un impact très important, et si la population diminuait, ça ne serait pas forcément une catastrophe. Mais par rapport à ça, l'immigration est une ressource parce qu'elle permet de limiter la diminution de la population. C'est ce qu'on voit dans la plupart des pays d'Europe, où il y a plus de décès que de naissances. Ça va être aussi le cas en France à l'avenir, et c'est le sol migratoire qui permet d'éviter que la population diminue. Mais encore une fois, le vieillissement, de toute façon, il sera là. Et le problème. Donc, voilà, sur un forum sur la petite enfance, on parle énormément de vieillissement. Merci, je vous rends le... Merci. Restez là, merci, monsieur tout le monde. Oui, on peut l'applaudir éventuellement. C'est parce que c'est un véritable effort. Mais restez avec moi 30 secondes pour 2-3 petites questions sur la problématique que vous avez posée. Vous êtes membre aussi du Haut Conseil de la famille, et ce dernier a été saisi pour donner son avis sur le financement de la sécurité sociale, émettant un avis négatif concernant le fait de se saisir de la baisse démographique pour ralentir les investissements dans le secteur, entre autres de la petite enfance. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que la statistique devient un élément de considération politique? Alors la statistique a toujours été un élément de considération politique. Gouverner, c'est prévoir. Il vaut mieux avoir une action politique fondée sur les faits que ignorant des faits. Alors maintenant, là, je vous ai parlé d'évolution générale à l'échelle du pays. Il est clair que d'une commune à l'autre, les situations peuvent être très différentes, et les statistiques sont beaucoup plus difficiles à faire à l'échelle locale parce que les personnes sont mobiles, et on voit bien qu'à l'échelle d'une petite commune, s'il y a des familles qui rentrent ou des familles qui sortent, ça va avoir un impact très important en termes de politique de la petite enfance, et ça, c'est très difficile à prévoir. Donc oui, ça permet de planter le décor. Maintenant, est-ce que les politiques écoutent les statisticiens? En termes de politique familiale, on peut dire plutôt oui. En termes de politique de santé, on voit bien que c'est compliqué. Il y a des actions qui sont mises en place, mais il y a aussi
disons, des acteurs politiques qui vont mettre en avant d'autres critères que des critères statistiques qu'on peut mettre en avant sur la santé. Et puis en matière de migration, là, il y a une espèce d'aveuglement. Disons, les discours des politiques sont tout à fait déconnectés de la réalité statistique. Absolument, donc on ne va pas en parler, bien entendu, sujet TNT, me dire, donc il n'y a aucun problème, ce n'est pas le but du jeu, mais globalement, on perd des parts de marché sur le marché de l'immigration, c'est une évidence, et vous disiez qu'il y avait des tas de personnes qui préféraient aller ailleurs pour apporter une main-d'œuvre absolument utile, pas pour le plaisir de le faire, et que la France était de moins en moins perçue comme étant globalement un pays d'accueil pour cette main-d'œuvre, et notamment dans ce secteur-là. On le voit pour les services publics à la petite enfance, il y a un problème de recrutement, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont partir à la retraite, donc il y a un problème de renouvellement de l'offre de travail, et on voit dans beaucoup de circonstances, on fait appel à des immigrants, et notamment des femmes immigrantes, et c'est un fait dans l'ensemble des pays d'Europe. Il y a déjà un peu une concurrence entre les pays pour attirer les immigrants, alors que les discours politiques sont plutôt sur la crainte d'avoir trop d'immigrants. Donc il y a un problème de gestion là qui est complètement déconnecté des faits. D'accord, merci M. Tout-le-Monde. Éventuellement, on vous posera des questions un peu plus tard et vous reviendrez pour nous apporter vos éclairages. Merci à vous. Clotilde Robin et Daniel Cornabal donc, sont de nouveau convoqués au pupitre en quelque sorte. Clotilde Robin, une réaction peut-être sur l'intervention assez éclairante de M. Tout-le-Monde. Comment peut-on justement utiliser ce curseur démographique pour la mère que vous êtes? Est-ce que de temps en temps vous dites, bon, l'INSEE, allô, qu'est-ce que je fais quoi? Alors effectivement, nous les maires, et on l'entend bien souvent dans notre groupe de travail, dans le groupe de travail que nous animons, les maires ont besoin d'aide à la décision. Merci à Monsieur Tout-le-Monde pour cet éclairage. Nous avons besoin d'aide à la décision et d'ailleurs dans le service public petite enfance, dans cette mise en place, les communes de plus de 10 000 habitants devront réaliser un schéma pluriannuel de développement, de déploiement de notre offre d'accueil. Alors le critère démographique est un critère essentiel, est un critère important, mais n'est pas le seul. N'est pas le seul parce qu'il y a d'autres paramètres sur lesquels nous devrons nous appuyer. Effectivement, une baisse de la démographie, une baisse de la natalité. On ne sait pas comment se comporteront les familles dans les années à venir, bien évidemment, mais il y a d'autres critères importants que nous devons prendre en compte, notamment une grande évolution de la structuration familiale, de l'évolution de la manière dont évolue la structuration de la famille. Des familles monoparentales, une orientation de la carrière féminine très différente, des mobilités géographiques qui ont énormément évolué également, avec des familles qui bougent beaucoup. Terminer maintenant la carrière figée, la carrière de la femme qui vit toute sa vie au même endroit. Il y a aussi un vieillissement très important des assistantes maternelles qui ne se renouvellent pas. On en parlait tout à l'heure avec nos collègues qui sont à côté, qui le confirmeront certainement. Il y a d'autres territoires, d'autres critères qui sont à prendre en compte, tels des difficultés de mode de garde qui ont énormément évolué, avec des collectivités qui n'ont plus les moyens de déploiement, de développement. Voilà, donc tout cela fait que le critère de baisse de la natalité n'est pas le seul. Voilà. Et puis, Monsieur Tout-le-Monde me disait tout à l'heure, quand on en discutait, qu'il y avait la réalité démographique d'une commune. Elle peut bouger, une famille peut partir, une autre peut rentrer. C'est difficile à apprécier. Est-ce que le curseur démographique, statistique, Daniel Cornabal, vous l'utilisez de votre côté? J'allais dire que vous avez posé tout à l'heure la question à quel point la science ou la prospective est utile. Elle est absolument indispensable. Je dirais même d'ailleurs un des points au cœur du service public de la petite enfance, quelle que soit d'ailleurs la taille de la commune, c'est de recenser les besoins pour ensuite informer les familles, accompagner la parentalité. Mais il y a toujours recenser les besoins. Et là, soyons clairs, sans la CAF, sans les données dont on pourrait disposer, vous évoquez l'INSEE, on serait évidemment, peut-être pas manchot, mais en tout cas on manquerait d'un certain nombre d'éléments. Mais une des alertes que l'on fait, c'est précisément, c'est important d'avoir des données, c'est important d'avoir des données actualisées. Et vous évoquez l'INSEE, je donne toujours cet exemple concernant ma commune. On a eu une augmentation de 10% de la population, sauf que les chiffres INSEE que nous avions dataient eux-mêmes il y a 3 ans. À cause du Covid, bon, c'est les circonstances qui font ça, on nous a dit on reporte de 2 ans le recensement. Ce qui fait que les données qui vont enfin reconnaître que nous avons 10% de population arrivent 6 années après la réalité des faits.
Donc autant vous dire qu'en matière de planification, puisque c'est aussi ça qu'on nous demande, de la petite enfance, il y a comme un hiatus, il y a un écart qui est quand même un peu compliqué. Une dernière chose que je voulais dire, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce qui a été dit, et il faut toujours le souligner, c'est l'écart entre le nombre d'enfants souhaités et la réalité du nombre d'enfants. Parce que dans cet écart-là se niche quand même quelque chose. C'est aussi la réalité, et c'est peut-être là où nous, politiques, on a un rôle à jouer pour faire qu'entre le désir et la possibilité, ben, voyez, il y a un chemin. Et en tout cas, c'est ce à quoi on essaie d'aspirer avec ce groupe de travail. Ok, on va faire un premier arrêt sur image en quelque sorte sur restez là encore un petit peu sur le service petite enfance Made in 2025, puisque on est dans un nouveau monde. Est-ce que les intercos, Mme Robin, dans lesquels on ne recense que des communes de moins de 3500 habitants, ont droit à une compensation, et ne sera-t-elle finalement que très symbolique? Où on en est du fonctionnement et des mécanismes de cette loi? Si vous pouvez rappeler bien entendu les mécanismes pour ceux qui l'ignoraient, mais a priori on est face à un public plutôt avisé. Oui, alors effectivement, c'est une question qui revient très souvent. Ces intercommunalités composées de communes de moins de 3500 habitants, toutes les communautés de communes, toutes les intercommunalités qui ont des petites communes ne bénéficieront pas de soutien, ne bénéficieront pas d'aide financière malheureusement. Et ça, l'AMF l'a déploré dans tous ses travaux, dans toutes les relations que nous avons pu avoir avec l'État, avec le gouvernement, avec la CNAF. À chaque fois que nous avons pu le redire, nous avons demandé à ce que les intercommunalités de petite taille et les intercommunalités composées de communes de moins de 3700 habitants puissent bénéficier d'un soutien. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Si les intercos disposent de la compétence petite enfance, les communes ont-elles tout intérêt à entretenir, enfin, ça tombe sous le sens d'une relation de nature humaine, des relations fluides avec le pouvoir politique en place, pour reprendre votre formule euphémisée, avec cette tutelle, c'est-à-dire qu'en gros, on verse de l'argent donc directement à la commune, qui reverse à l'interco et qui le reverse après. Il y a une espèce de jeu de ping-pong qui est quand même assez aberrant, concrètement. Oui, alors nous venons d'apprendre les montants qui sont versés à chacune des communes de plus de 3500 habitants et qui devront effectivement reverser, ces communes devront reverser à l'intercommunalité qui a la compétence. Alors, pour le dispatcher à tout le monde. À toutes les communes concernées. Non, l'intercommunalité ayant la compétence devra récupérer son dû. L'intercommunalité qui a la compétence devra aller chercher auprès des communes qui auront perçu, le financement versé directement à la commune. D'accord ? Voilà. Donc, la relation, effectivement, avec les communes doit être le plus fluide possible pour que les choses se passent le mieux possible. Alors, nous espérons, nous souhaitons que ce soit le cas partout dans vos territoires. Malheureusement, ça peut être parfois un petit peu compliqué et c'est là qu'il va falloir rentrer en discussion, rentrer dans le dialogue, et nous manquons pour l'instant, puisque c'est tout récent, nous manquons pour l'instant d'éléments, d'éléments en tout cas techniques, de support pour savoir précisément comment on va pouvoir travailler ces attributions de compensation et savoir si on s'appuiera sur une collecte, savoir si on s'appuiera, comment on s'appuiera sur des faits pour aller récupérer cette attribution de compensation auprès des communes. Daniel Cornaba, dans le cadre de ce groupe de travail donc à l'AMF, est-ce qu'on a déjà quand même une petite tendance sur la manière dont ça se déploie et est-ce que la fluidité espérée est au rendez-vous? On en a longuement parlé l'année dernière pour celles et ceux d'entre vous qui étaient là, sur comment on fait vivre dans un territoire. Et effectivement, on avait pu voir, et je pense que vos interventions dans quelques minutes le prouveront, à quel point d'un territoire à un autre, les relations avec l'interco peuvent être différentes. Et dans certains territoires, vous nous le direz, les communes ont parfois la pleine compétence. Il n'y a pas forcément ce sujet. Moi, je voudrais souligner simplement un point, puisque effectivement, notre combat était non seulement que sont oubliées les communes de moins de 3500 habitants et qu'il n'est pas prévu effectivement de reversement direct de la compensation aux intercos. Mais au-delà même, c'est le montant général qui posait déjà un souci. Je le rappelle, l'AMF avait donné un avis favorable à la réforme du service public de la petite enfance parce que nous estimions que le sujet était trop grave, trop important que de s'y opposer. On a en tête les scandales qui avaient pu exister, qui étaient le fait d'une minorité de structures. Néanmoins,
ce qui était en cause, c'était la confiance. Et que quand des parents déposent leurs enfants le matin, qu'ils soient en pleine confiance. Donc ça, c'était l'enjeu. Et il y a eu une mobilisation générale sur comment recréer cette confiance-là. Et donc, dans ce point de vue-là, on a dit, on joue le jeu évidemment du SPPE. Par contre, donnez-nous les moyens qui vont avec. Et quand on a appris de l'aveu même de l'État que la compensation n'était que de 50% de la réalité du coût, effectivement, je ne vous le cache pas que nous avons fait part de notre profonde désapprobation. Il se trouve que là, dans le prochain budget, si toutefois il était adopté, et on ne sait pas dans quelles circonstances, pour le moment est annoncée une légère hausse, on va dire un petit peu moins de 2 millions d'euros. C'est toujours ça de prix, mais quand on parle de 50% de compensation, ce n'est pas ces 2 millions d'euros qui viennent combler le manque. On nous annonce autour de 87 millions à peu près. Ça reste largement trop peu. Je donne juste un exemple qui prête toujours à sourire. Donc, ma commune, la compensation sera de 20 000 euros, je pense, comme bon nombre de communes ici. Je compare avec une ville comme Paris. Paris, ce sera 60 000 euros. J'accorde beaucoup d'importance à ma commune, mais il est vrai que sa taille est tout de même un peu plus petite que celle de Paris. Donc on voit quand on parle de ces montants-là qu'on est quand même à côté de la réalité du coût pour nos collectivités. On est rentré bien plié dans la première séquence, en quelque sorte, de ce forum qui vise justement à évoquer les nouvelles missions confiées au bloc communal d'organisation de l'accueil de la petite enfance. Est-ce qu'il est utile de rappeler en quelques mots, je veux dire, les principales caractéristiques de ce basculement de 2025, Daniel? Peut-être redire, vous l'avez peut-être tous en tête, mais au cas où, 4 compétences principalement. Recensement des besoins, voilà, on peut faire à deux voix, mais on peut même le faire ensemble, récitons ensemble. Non, recensement des besoins, information des familles et accompagnement de la parentalité, planification, et donc là c'est pour les communes au-delà de 3500, et avec le schéma pareil pour les plus de 10 000 habitants, et enfin garantie de la qualité. Et là, en ce sens, c'est la nouveauté, disons, peut-être la plus soulignée dans les médias, c'est que finalement, quelles que soient les structures, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, il y a cette exigence-là, notamment que les conseils municipaux émettent un avis avant l'ouverture d'une nouvelle structure d'accueil du jeune enfant. Et création d'un relais petite enfance pour les plus de 10 000. Exact. Pour les obligatoire. plus de 10 000, voilà, obligatoire, donc pour ouvert aux usagers, bien sûr. Bien sûr. Voilà. À viser c'est l'objectif. C'est l'objectif. Est-ce que d'ores et déjà, il y a eu de votre côté, dans votre vécu de maire, justement des décisions à prendre avec des installations nouvelles et quels ont été vos arbitrages? Quels ont été vos arbitrages, pardon? Alors, effectivement, dans ma commune, je disais une augmentation de 10% de la population fait qu'on a eu des demandes de création de structures avec un avis favorable qui a été donné par la collectivité, un avis qui a distingué des autres avis qui peuvent exister, qui se maintiennent du département notamment. On a donné un avis favorable. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que depuis le SPPE, ce que j'ai noté, c'est dans le dialogue avec l'ensemble des structures et des acteurs de la parentalité, soudainement, un dialogue beaucoup plus fructueux, en tout cas beaucoup plus fréquent. Sur mon territoire, il y a des micro-crèches privées, il y a des assistantes maternelles, il y a une crèche municipale qui représente à peu près 50% de l'offre. Mais là, quand on a souhaité organiser de façon régulière une sorte de comité de pilotage pour répondre aux défis de la petite enfance, tout le monde a répondu présent. En toute sincérité, il y a encore quelques années, je ne suis pas sûr que tout le monde nous aurait dit oui. Certains nous auraient dit de quoi vous vous mêlez, ça ne vous concerne pas. Là, je suis quand même assez heureux de constater que acteurs privés comme publics, le rôle de la collectivité, de la municipalité n'était pas en cause. Tout le monde reconnaissait que c'était de l'intérêt général. Alors, je vais vraiment rebondir sur ce que dit Daniel pour redire à quel point ce service public petite enfance, pour nous, les élus qui se sont emparés depuis longtemps de cette compétence, pose vraiment le cadre, pose vraiment les choses d'un sujet qui nous tient à cœur et, comme tu le dis, qui permet vraiment de dire, ben voilà, nous sommes légitimes pour... dire on s'en occupe, on est là, légitime pour pouvoir réunir les acteurs. Alors bon, moi sur mon territoire, je ne vais pas m'épancher sur ce que j'ai mis en place. Il y avait déjà beaucoup de choses. Effectivement, j'ai réuni de façon collégiale le guichet interpartenarial et moi, pour le coup, j'ai donné un avis négatif, pardon. Mais... Pourquoi enfin, non, on ne va pas rentrer dans, surtout ne pas citer, bien entendu. Est-ce que vous avez tous les outils pour juger oui, précisément? Je vais vous expliquer pourquoi, effectivement. Nous avons donné un avis négatif de façon très collégiale et tout à fait étayée. Nous avons réuni, et j'invite vraiment mes collègues élus à le faire, nous avons réuni en guichet interpartenarial la caisse d'allocation familiale, la commune, puisque moi la compétence est remontée à l'intercommunalité depuis longtemps maintenant, depuis 10 ans. Nous avons réuni donc la commune d'accueil, la CAF locale avec laquelle je m'entends bien, la
La PMI avait été consultée en amont. Donc moi, l'interco, bien sûr. C'est la loi qui vous l'impose, ça, cette réunion-là ou Non, j'étais légitime pour le faire. Ça avait vraiment posé le cadre. Et puis, voilà, ça s'est fait de façon assez fluide. On avait vraiment un questionnaire maintenant qui nous avait été proposé par la foire aux questions, proposé dans la FAQ, la foire aux questions proposée par l'État. Et on a vraiment, de façon claire, étayé, arbitré, argumenté et bien poser les choses. Et on a dit ça va désorganiser l'offre. C'est un dossier qui va fragiliser les choses sur le territoire et qui n'a pas de sens, qui n'aura pas de sens pour nous. Voilà, donc on a donné un avis négatif qu'on a passé ensuite en conseil communautaire et qu'on a passé sans difficulté. Voilà. Donc des possibilités de recours, enfin allons jusqu'au bout. Oui, avec des possibilités de recours, absolument. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. C'est pas le cas. Non, donc je vous invite vraiment à fonctionner en guichet partenarial. Est-ce que c'est un nouveau métier, enfin, quelque part, enfin, c'est une nouvelle mission, une de plus, mais de juger de la pertinence de l'installation d'une structure. Je pense que les maires ou les élus qui sont ici seront assez d'accord pour dire qu'on n'a pas attendu la loi pour agir. Donc en ce sens, je ne dirais pas que c'est un nouveau métier. Simplement, ça pose, effectivement, tu le disais très justement, un cadre, une clarté, et que ça donne des outils à celles et ceux qui ne s'en étaient pas encore emparés pour s'emparer de ce sujet-là. Moi, je dis toujours, il y a au moins 3 raisons de s'engager dans la petite enfance. Évidemment, la qualité du service public de la petite enfance pour les enfants eux-mêmes, c'est la première chose pour moi. La seconde, on en parlait et c'est tout à fait juste, c'est la question de l'égalité femmes-hommes et professionnelle. Ça, c'est un enjeu à part entière. Et le troisième, je dis, mesdames, messieurs, si votre maire, par exemple, n'y est pas sensible, je pense qu'il y a quand même un vrai enjeu d'attractivité du territoire. Il n'échappe à personne qu'en mars prochain, il y a quelques échéances. J'invite vraiment les élus à s'emparer de ce sujet-là. Parce que pour des familles qui s'installent, savoir s'ils auront ou non des solutions d'accueil pour le jeune enfant est totalement déterminant dans leur choix d'installation. Donc il y a aussi un enjeu pour le territoire et d'égalité des territoires. Et reparler de qualité d'accueil. Voilà, nous ne mettons pas de côté la qualité de l'accueil. Voilà, vraiment, c'est plus tard, très assumé. assumé. Notamment en termes de RH. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, tout à l'heure. Je vais appeler à la barre, j'allais dire, mais à ce micro, en tout cas, Jean-François Guillaume, qui est le maire, j'allais dire le président, peut-être un jour, non, on ne sait jamais, maire de Ville-en-Vermois, c'est une commune de 600 habitants à 10 km de Nancy, au cœur d'une com-com quelque peu éclatée, où finalement le système de la débrouille pour les parents était le seul moyen de s'en sortir, et puis hop, 2008, une initiative qui a un peu changé les choses puisque vous décidez de créer une crèche municipale et ça change donc de fait la donne. Les parents reviennent vers vous en quelque sorte. Et quand on a préparé ce forum ensemble et avec vous, madame et monsieur les maires, je veux dire, cette notion d'attractivité du territoire est vraiment revenue très régulièrement. Qu'est-ce qui vous a pris en 2008 donc, de créer cette crèche municipale ? Oui, effectivement, l'histoire de notre crèche dépend effectivement d'un problème de démographie, parce qu'en fait, on est un village de 600 habitants qui est à proximité d'une interco de 30 000 habitants. Et donc, on avait une école, un regroupement scolaire en syndicat scolaire avec 180 élèves à l'époque qui était en train, petit à petit, de diminuer pour passer à 140 élèves pour la simple et bonne raison, nous n'avions pas de mode d'accueil de la petite enfance et toute la petite enfance allait dans les villes environnantes. Donc on a décidé effectivement de faire une crèche. Alors une crèche de 27 places pour une commune de 600 habitants, ça paraît quand même un petit peu pléthorique, mais c'est tout le poids de l'histoire que je voulais vous expliquer. Parce qu'avant, nous étions dans une communauté de communes de 7500 habitants qui s'appelait du Saint-Ouen au Vermois, qui a été éclatée par le préfet dans le cadre de la loi NOTRe. Et donc, dans cette communauté de communes, nous étions en train de prendre la compétence petite enfance avec la construction d'une crèche et de modes d'accueil pour la petite enfance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on s'est retrouvé dans une Comcom proche de 30 000 habitants, mais qui n'avait pas la compétence petite enfance. Donc finalement, on s'est retrouvé avec cette crèche de 27 places sur les bras et il nous a fallu trouver des solutions et rapidement. Alors, une des premières solutions qu'on a essayé déjà de trouver, c'était effectivement de demander participation aux communes du syndicat scolaire en leur disant, voilà, on va ramener des enfants. D'ailleurs, ce qui a très bien marché, puisqu'actuellement, on est repassé à 180 élèves et ça fonctionne vraiment très, très bien.
Alors au départ, les petites communes rurales n'avaient pas les moyens. Et donc, on a dû trouver d'autres solutions. La première solution qu'on a trouvée, on s'est dit, finalement, on va demander participation aux parents des enfants qui habitent d'autres communes en demandant 80 centimes d'euros de l'heure en plus pour pouvoir équilibrer nos comptes. Et c'est ce qui, effectivement, a été fait dans un premier temps. Et c'est ce qui a fonctionné. Et un jour, dans les tumultes de la loi, l'État a dit, attendez, on ne va pas continuer ce système-là, parce que, en fait, il y a une rupture d'équité entre les parents. Il y a des parents où vous demandez 80 centimes, d'autres non. Et donc, ce qui fait que cette possibilité a été supprimée. Et nous a même dit, si vous n'appliquez pas ça, si vous appliquez toujours les 80 centimes d'euros, on vous retire ça de votre PSU. Donc, on perdait 20 000 euros. Et après, donc, l'autre solution, on s'est tourné vers des entreprises. On a la chance, dans notre commune, d'être près d'un échangeur d'autoroutes avec des entreprises, mais ces entreprises n'avaient pas les moyens d'acheter des places, simplement parce que c'est des petites entreprises, des petites PME. Et quand on a fait nos calculs au niveau de notre crèche, on a regardé, alors tout le monde sait que le coût par place, c'est environ 15 à 16 000 euros par an, par enfant. Nous, on a réussi à baisser, on a regardé quel était le reste à charge pour les communes. En général, le reste à charge pour une commune, c'est 4 000 à 5 000 euros. Donc vous imaginez, 4 000 à 5 000 multiplié par 27, c'est énorme pour un petit budget. Finalement, on a réussi à descendre le coût tout en gardant bien sûr la qualité à 1 000 euros par enfant. Et donc, ces 1 000 euros enfants, c'est le reste à charge. Et donc, on est allé voir les entreprises et on a dit, voilà, nous, on a un reste à charge de 1 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et en échange d'eux, si vous avez des salariés qui ont des enfants, on vous attribue une place, mais vous le faites régulièrement. Alors, ce qui était intéressant, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'en fait, ces 1 000 ou 2 000 euros que nous donnaient les entreprises, 1 000, 2 000, 3 000 euros, l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut appliquer, les entreprises ont des réductions dans le cadre du crédit impôt famille qui est de 50% du montant, et dans le cadre de la réduction de l'impôt sur les sociétés de 27%. Ce qui fait qu'une entreprise qui participe pour 1 000 euros, ça lui coûte 250 euros. Et donc, avec ça, on a sollicité une trentaine d'entreprises. Et donc, une dizaine d'entreprises, et ça nous a fait 30 et qui ont la garantie elles-mêmes, donc ces entreprises, d'avoir en tout cas des... Voilà. Merci pour... C'est très intéressant d'expliquer effectivement comment on se débrouille d'une certaine manière aussi sur le terrain. Est-ce que la nouvelle loi, telle qu'elle existe aujourd'hui, a changé les choses pour vous ? Pas vraiment. Non, parce qu'en fait, on s'était déjà un peu organisé, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on a, comme vous le savez, on doit tous signer un CTG, je ne sais même plus, mais enfin bref, tout le monde sait ce que c'est, on ne sait même plus ce que ça veut dire, mais bon. Donc, voilà, contrat territoire global, voilà. Et donc... C'est qu'à BMAO, ils l'ont signé, oui. On marche par abréviation. Et en fait, dans ce système, il était prévu, on l'a fait en commun, on a fait cette signature en commun avec la ville environnante, qui est Saint-Nicolas-de-Port, qui est de 7 000 habitants. Et dans cette ville avait créé un RPE. Donc on s'est rattaché à ce RPE dans le cadre de ce CTG. Et donc ça nous a permis, pour 350 euros par an, d'avoir ce que propose la loi aujourd'hui, une analyse de l'offre et de la demande de la petite enfance sur notre territoire. Alors, ce qu'il faut dire que c'est la CAF, je termine. Pour conclure, ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est que c'est quand même la CAF qui a financé donc, un poste dans le cadre du CTG, et c'est grâce à ce financement de poste que ce RPE a pu être monté. Et donc, on a une personne qui nous fait cette analyse-là. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On reviendra vers vous pour d'autres questions. Éventuellement, voilà, je récupère le micro. Dalila Eustache va me rejoindre sur cette tribune. Vous êtes adjointe, chère madame, au maire de BMAO, en Guadeloupe, ville de 31 000 habitants. Prenez le micro que vous voulez. Située au cœur de l'île, dans un secteur dynamique sur un plan économique. 200 places de crèches supplémentaires ont été créées depuis 2020 parce que BMAO est le poumon économique de la Guadeloupe et qu'à ce titre, il est donc important, bien entendu, de recevoir les enfants
des personnes qui viennent de l'extérieur. C'est un cas un peu particulier, mais qui doit certainement se dérouler aussi sur le territoire à certains moments. Donc comment avez-vous fait pour faire le tour de... comment avez-vous fait finalement pour faire de ce service public de la petite enfance un élément d'attractivité territoriale? Alors, c'est-à-dire que la ville de Baie-Mahault, effectivement, est le poumon économique de la Guadeloupe, puisque nous avons 31 000 habitants et en journée, la population double, voire triple et triplée, puisque l'essentiel de ce qui est industriel, commercial et aussi de l'emploi se trouve sur notre territoire. Bien évidemment, nous avons la Basse-Terre. Je vois monsieur le maire de la ville de Basse-Terre qui est présent et donc je salue. Et donc notre population se voit doubler, voire tripler, et aussi des parents qui sont en demande, donc parce qu'ils viennent, comme je dis, de Basse-Terre et aussi de certaines villes de la Grande Terre qui sont un peu éloignées. Ils ont besoin d'avoir des places pour pouvoir déposer les enfants le matin et les récupérer le soir assez vite. La ville de Baie-Mahault, nous n'avons pas de crèche municipale, mais nous avons une maison de la petite enfance qui a été créée depuis l'année 2010. Donc, nous n'avons pas vraiment attendu la loi de 2025 pour nous organiser. Et donc, cette crèche, nous avons à peu près 64 assistantes maternelles avec une capacité d'accueil de 234 enfants. Nous avons 12 micro-crèches, 4 MAM. Nous avons également des crèches privées et la ville n'ayant pas de crèche municipale, nous avons fait le choix d'octroyer une subvention annuelle aux crèches sur notre territoire. Comment ça se passe justement avec l'extérieur, les relations avec les autres communes? Est-ce qu'elles ne mettent pas au pot, a priori, d'après ce qu'on se disait, financièrement? Enfin, elles ne participent pas de cet effort-là. Et quoi qu'il arrive, vous l'avez dit, et puis le chiffre est assez impressionnant, 200, combien d'enfants Alors, 230. Soit nous avons, comme je viens de le dire, c'est 64 assistantes maternelles, voilà, donc pour 234 enfants. Voilà, 12 micro-crèches, 4 MAM, comme je viens de le dire, des crèches privées sur le territoire. Ouais. Et donc, nous n'avons pas le choix que de nous organiser. Bien sûr, les autres communes, nous sommes un peu victimes de l'attractivité du territoire, mais donc les autres communes ne participent pas. Évidemment, c'est à nous de trouver une organisation, de trouver des moyens pour accueillir les jeunes enfants sur notre territoire. Donc vous avez, j'imagine, de nombreuses discussions parfois avec l'adjoint à l'économie ou au développement économique dans votre commune. Tout à fait. Donc, nous sommes signataires, comme on l'a dit tout à l'heure, donc de la Convention globale du territoire, avec bien sûr qui nous donne un petit bonus supplémentaire, puisque c'est toujours ça de gagner. Aujourd'hui, on donne des pouvoirs supplémentaires aux maires, mais l'argent ne suit pas forcément, donc il faut s'organiser. D'accord. Est-ce que vous avez eu, vous aussi de votre côté, à prendre une décision depuis le 1er janvier 2025 pour accepter l'ouverture d'une crèche privée ou municipale ou associative? Alors, nous avons des projets en cours et nous aurons à peu près une capacité de 217 places supplémentaires qui sont en cours sur le territoire de Baie-Mahault. En plus, d'accord. Oui, en plus. À quel horizon? Dans les mois à venir, pour 2026, nous n'avons pas vraiment le choix, donc ça s'organise, mais c'est déjà bien avancé. Et d'ici l'année prochaine, donc nous devons avoir ces 17 places supplémentaires sur le territoire. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quelle région, oui, zone, puisque vous êtes la troisième zone industrielle et commerciale de France, sur une voilà, île, donc à la Guadeloupe. Mais nous en sommes quand même très fiers, puisque... Donc il faut accompagner tout ça. Il faut accompagner tout ça à tous les étages. Merci beaucoup pour ce témoignage et à plus tard. Je vous laisse reposer le micro. On va recevoir Christine Fornès qui est dans mon dos, je crois, ou pas? Oui, elle est là. Très bien. Voilà,
Merci à vous. Alors vous avez une double appréciation de ce SPPE, nouvelle génération, l'une en votre qualité de maire, bien entendu, et l'autre en tant que vice-présidente de la communauté de communes. Pensez-vous, pouvez-vous nous expliquer cette double perception? Est-ce qu'elle enrichit de fait la qualité du service rendu? Alors, c'est un fait que pour moi, c'est une richesse. C'est une richesse parce que cette double casquette, elle me fait voir les choses par des prismes différents. Je suis maire donc d'une commune de 2000 habitants, petite commune, donc moins de 3500, hein, c'est important quand on parle du SPPE. Une commune de 2000 habitants, principal mode de garde des assistantes maternelles, une micro-crèche. Et je suis vice-présidente à l'action sociale, petite enfance, insertion professionnelle, d'une communauté de communes de 19 communes, 43 000 habitants et 2 communes de plus de 3500 habitants. Voilà, ça c'est pour mettre le cas parce que c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'en tant que maire d'une commune de 2000 habitants, outre le fait que je trouve que ce SPPE n'est pas forcément très très clair à comprendre. On nous parle de soutenir, on nous parle d'accompagner. C'est quoi soutenir? C'est quoi accompagner? On va jusqu'où? Voilà. Une commune de 2000 habitants, on manque également d'ingénierie, on manque de moyens techniques, on manque de financement puisque moins de 3500 habitants. Moi, il m'a semblé très compliqué de porter ce SPPE au niveau communal. Et puis, au fond de moi, je pense que ce n'est pas la bonne échelle, ce n'est pas le bon périmètre. Et le fait d'être vice-présidente, ça m'a beaucoup aidée, puisque moi, j'ai très vite porté ce sujet en bureau des maires, et on en a discuté longuement, et on a transféré la compétence à la communauté de communes. Alors, communauté de communes qui avait déjà une partie de cette compétence, puisqu'elle gérait, elle avait la gestion, la création et la gestion des crèches, et la gestion et la création des RPE. Donc, elle avait déjà une partie de cette mission. On l'a complétée, tout simplement. Et je dirais que l'avantage, c'est qu'on a amélioré la discussion entre maires. Et je pense que ça, c'est riche. Et notamment quand on parle de convention territoriale globale, où on nous demande également de discuter. Donc, en fait, ça fait un tout. C'est le bon endroit, Daniel Cornalba, peut-être, et Clotilde Robin. Est-ce qu'il y a eu, depuis le 1er janvier 2025, je ne voudrais pas vous piéger, bien sûr, je veux dire, une accélération des transferts, ou est-ce qu'il y a une position de l'AMF sur la bonne maille territoriale? Alors, une accélération, en tout cas des discussions. Moi, je souscris pleinement à ce que vous dites, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, ça a vraiment permis aux élus locaux de s'emparer du sujet, encore une fois, de poser le cadre, de permettre à chacun de parler petite enfance, de reconnaître le bien fondé et la plus-value dans les territoires, et de comprendre que c'est un atout pour nous de déploiement, de développement économique, d'attractivité, de tout ce qu'on aime faire. De montrer à nos collègues qui, pour certains, ne s'y intéressaient pas, que c'est intéressant. Maintenant, une accélération des remontées de compétences légères, oui, effectivement. Position de l'AMF, pas forcément une position de principe, non. Libre à chacun, libre arbitre et bon sens au cœur des territoires de s'organiser. Mesdames, c'est cela? Voilà, donc le bon sens des maires, le bon sens des élus locaux, et en tenant compte des spécificités de chacun de nos territoires. On a entendu 200 places à venir, 200 places qui viennent d'être créées. Ouais. Moi, si je crée 200 places dans le Rouennais, vous imaginez bien que je ne vois pas comment je vais réussir à remplir 200 places. Je disais en aparté à Daniel, moi, quand je crée 3 places, je suis toute contente. Voilà, non, c'est... Il y a la taille, bien sûr, oui, bien sûr. Et Dieu sait si on a une offre économique, et on a peu de chômage pourtant chez moi. Mais 3 nouvelles places, c'est beau, pourtant. Donc 200 places, bravo. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est la 3e zone économique. Ils vont être contents pour la COG, pour leurs chiffres. Hein. Il faut qu'ils se penchent vers vous. Hein. Voilà. Bon, très bien. Merci pour sur cet éclairage sur l'Interco. On parle, Monsieur Tout-le-Monde nous a fait une remarquable analyse, une perception comme ça macro, je veux dire, de l'évolution démographique en France. Dès qu'on va sur le terrain, dès qu'on resserre un peu le focus sur le micro-territoire en quelque sorte,
la donne démographique, elle est moins importante et plus difficile à apprécier, Mme Fornès. Est-ce qu'on parle démographie au Conseil communautaire sur le fait de se dire ça va augmenter, ça va descendre, qu'est-ce qu'on fait, on arrête, on bouge? Ah, mais carrément. Ah, vous Il n'y a l'avez pas de raison. Ouais. Il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de démographie, puisque le sujet de la petite enfance c'est complètement lié à la démographie. Alors, c'est difficile de l'apprécier, de se dire bien sûr. Oui, c'est difficile, d'autant que c'est un élément déjà qui est pas factuel. Enfin, il faut un petit peu deviner ce qui va se passer, il faut un petit peu se mettre dans la tête des gens. On ne peut pas. Donc, il y a une part un petit peu de nez. D'intuition. Mais il y a aussi c'est pas le seul élément dont on parle, hein, parce qu'on va parler de démographie effectivement, mais on va aussi parler de taux d'activité sur le territoire. Nous, sur la communauté de communes, on a analysé, enfin on a constaté 80% des familles ayant un enfant de moins de 3 ans étaient soit biactifs, soit une famille parentale en activité. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important. L'âge des assistantes maternelles, on en a également parlé. C'est une vraie problématique, hein. On a plus de 30% des assistantes maternelles qui aujourd'hui ont plus de 55 ans. Ça veut dire que dans quelques années, ces places, il va falloir y travailler. On va garder ça pour la deuxième séquence. Il faut d'ailleurs que j'accélère un petit peu, mais c'est tellement passionnant de parler de toutes ces questions-là. Mais vous avez tout à fait raison, et puis je vous poserai la question un peu plus tard, de savoir pourquoi. Pourquoi il y a une crise des vocations aussi en même temps? Pourquoi qu'elle parte à la retraite, c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle, mais je veux dire, pourquoi aujourd'hui on a des difficultés de recrutement attractives? Ça sera pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure, en quelque sorte, mais bon... Je tease en quelque sorte. Bon, merci à vous. On se retrouve tout à l'heure. Donc, Madame Jida Jalali Teshkas, vous êtes dans mon dos aussi. Je suis vraiment désolé, je me repose un petit peu en fait. Je veux dire, maire de Villers-le-Bel, en Val d'Oise, dans votre commune, l'accueil de la petite enfance est d'autant plus importante que les publics fragiles ont besoin de ce soutien. Plus peut-être qu'ailleurs. Comment le nouveau SPPE se déploie chez vous dans un premier temps, et est-ce que l'organisation de ce service a été impactée donc par les nouvelles conditions de gestion de la petite enfance? Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation à l'AMF. Tout d'abord parce que c'est un vrai sujet, moi qui me tient très à cœur. Avant d'être maire, mon premier engagement politique, c'était en 2008. J'étais adjointe à la petite enfance. Donc c'est un sujet que je porte à bout de bras depuis de nombreuses années. Le service, comme ça a été dit par les autres collègues, le service public de la petite enfance, nous, on ne l'attendait pas. Très franchement, on avait déjà commencé à le mettre en place. Et on le fait vraiment avec beaucoup de sérieux. Le problème, c'est que le compte n'y est pas. Aujourd'hui, on a des obligations, mais les moyens n'y sont pas. Ce n'est pas 86 millions d'euros pour lesquels on va pouvoir déployer du service public sur le territoire français. Nous, effectivement, pour parler de notre commune, donc le recensement, on l'avait déjà fait. Le collègue parlait de la CTG, la Convention territoriale globale. Donc, tous ces chiffres y étaient déjà. Quartier par quartier. Ensuite, la cartographie, on l'avait déjà travaillé. On savait exactement ce qui nous manquait sur la ville. Le guichet unique, pareil, on l'avait déjà mis en place. Et puis la coordination PMI, CAF, CCAS et tout ça, on avait déjà mis plein de choses. Après, ce qui nous manquait, nous, concrètement, c'est le schéma annuel pour le développement de la petite enfance. Et donc nous, on y est. Combien de places aujourd'hui on peut avoir une petite... Alors moi aujourd'hui... Sans vouloir vous piéger. Alors non, pas du tout. On a en grosso modo 200 places en crèche. Moi, je suis sur une commune on approche les 30 000 habitants. Une ville dont 40% de la population a moins de 25 ans, une ville très jeune. Du coup, chez moi, le taux de natalité, il est supérieur à la moyenne française. J'ai 1000 naissances par an chez moi. Donc, on fait beaucoup d'enfants dans notre commune. D'accord, une liste d'attente qui s'allonge? Alors, une liste d'attente qui se rallonge. Elle est un peu plus de 400 aujourd'hui. Oui, elle est plus de 400 aujourd'hui. Alors, je voulais quand même revenir 200 places en crèche qui coûtent aujourd'hui à la commune 3 500 000 euros. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher, voilà. Ça coûte cher à la collectivité. Moi, je m'en réjouis quand même de ce service public de la petite enfance, parce qu'auparavant, je rappelle que c'était une compétence de personne auparavant. Moi, j'ai jamais vu de ministre en charge de la petite enfance. Moi, je m'en réjouis quelque part, vraiment.
De l'autre côté, là où ça ne suit pas, c'est les moyens. Moi, aujourd'hui, j'ai un vrai déficit sur ma commune. Le seul levier que j'y vois dans ma commune, c'est un transfert à l'Interco. Okay. Moi, je suis sur une intercommunalité très riche, 350 000 habitants. On est entre Roissy et Le Bourget. Aujourd'hui, on a un côté, donc nous, on est en plus la particularité, il y a une partie de l'Interco qui est en Seine-et-Marne, une partie valdoisienne. Et le Val d'Oise, on n'y est pas. En ce moment, on a de vraies discussions, comme le disaient les collègues, à l'approche des municipales. Moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'y vais de manière à ce qu'on transfère cette compétence. Qu'est-ce qu'ils disent vos collègues? Mes collègues, navré de le dire, hein, c'est un sujet beaucoup féminin quand même. Moi, je le porte. Il y a des sujets comme ça que les femmes portent un petit peu seules. Voilà. Et ce sujet, donc, je l'ai porté. Il commence un petit peu, les collègues d'autres communes commencent un peu à réfléchir lorsqu'on... Non, mais sur le transfert. Sur le transfert. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un refus net politique? Alors, le refus, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Non, le refus, c'était comment allons-nous attribuer les places en crèche? Est-ce que je vais garder la main? Est-ce que je ne vais pas la garder? Bien sûr qu'on garde. Ça sera l'intercommunalité qui va le faire, mais par contre, les maires auront leur choix. Moi, sur notre commune, je l'ai mis quand j'étais adjointe à la petite enfance en 2008, nos commissions sont anonymisées. Donc, c'est des numéros, je ne traite pas des noms. Et du coup, moi, je vous invite à le faire. Hein. Vous vous protégez et ça ferme les discussions. Et il y a la famille 15. Famille numéro 0021, 00, voilà. Et je ne connais pas les gens. Et du coup, ça me protège. Et le fait, ça rassure aussi les habitants, parce que vous savez que c'est un mythe, le logement et les crèches, c'est vos données en fonction de votre connaissance, si vous connaissez la famille, voilà. Donc du coup, ça nous protège. Et en le proposant à l'intercommunalité, certains maires avancent. Mais véritablement, je pense que le futur président, je ne sais pas si ça se représentera ou pas, et il commence à l'entendre, le fait de le transférer à l'interco. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même 2 projets de création de crèches, malgré si c'est transféré ou pas. J'ai 2 crèches sur le village qui vont, ça sera dans 2 ans. Moi, vraiment, pour finir, la petite enfance, moi, je la traite aussi sur le volet urbain. Aujourd'hui, dès qu'on construit du logement, dans ma tête, est-ce que je peux faire un équipement petite enfance? On le traite au quotidien. Ce n'est pas que des enfants que je gère, ça va au-delà. Ça va au-delà. Merci pour ce témoignage. Je pense qu'on est légèrement en retard, voire carrément même en retard, mais c'est pas bien grave. On va aller, si un petit peu, mais genre bon. Bien, on débordera parce que je reste avec vous. On va parler de l'école après. Donc, on va être dans la continuité en quelque sorte générationnelle, mais il est obligatoire d'aller chercher quand même quelques questions dans le public après cette première séquence qui va donc qui se clôture avec vos questions. Alors n'hésitez pas si vous le souhaitez. Et je vois donc que vous souhaitez réagir, chère madame. Allez-y, faites-le. Merci beaucoup. Alors, je me présente, Elisabeth Laitier, je suis maire honoraire à Nancy. J'ai présidé pendant 12 ans ce groupe Petite Enfance de l'AMF, et avec beaucoup de bonheur, j'avoue. Et je suis aujourd'hui, d'une part, présidente du comité de filière Petite Enfance, qui a pour mission d'essayer d'enrayer la pénurie des professionnels, qui est, j'allais dire, une des premières conditions de réussite du service public, c'est-à-dire que vous pouvez construire toutes les structures que vous voulez. Hein, si vous n'avez pas de professionnels formés et diplômés à mettre en face, ça ne fonctionnera pas. Et j'ai été rapporteur général de la concertation sur le service public de la petite enfance. Donc, à ce titre, j'ai parcouru la France il y a 1 an et demi de cela maintenant, en allant à la rencontre des territoires, et je continue à m'en occuper. Voilà. Passionnant, les témoignages. Merci, Madame, bravo. Jean-François, pas mal, je suis Nancy, hein, donc voilà. Bien, distribuer des notes. Ça montre, j'allais dire, toute Monsieur Cornalba, non? Oui, bon. Monsieur, attendez, je distribue les bons points. Non, pas du tout. Ça montre l'ingéniosité, j'ai beaucoup aimé, que vous avez, les maires, et dans les tours de France que je fais régulièrement, parce que je continue, bon, j'étais dans Lyon la semaine dernière, j'étais dans le Calvados il y a 15 jours, voilà, invité pour parler justement du service public, eh bien, je me dis, les maires, vous faites des merveilles avec des bouts de ficelle, hein, souvent. Très honnêtement, donc je ne peux que vous dire bravo, bravo. Alors, je voudrais juste, moi, revenir peut-être sur 2-3 petits points qui ont été dits, la problématique de l'argent et des intercommunalités. Alors, je ne parlerai pas de la somme, je précise que je ne suis pas le gouvernement
gouvernement, je ne suis pas ministre, je ne suis pas Bercy, et que je parle en toute indépendance et que je ne suis que moi-même. Voilà, hein, donc je ne suis pas chargée de parler pour je ne sais pas qui. Pourquoi l'argent, parce que ça peut vous paraître curieux, effectivement, ça fait tout un micmac de transfert, a été versé aux communes qui doivent le reverser aux intercommunalités. Alors, tout simplement, là, j'allais dire, on n'y peut rien, c'est ainsi. C'est un principe, j'ai pris mes notes de ce que vous aviez dit. Voilà, c'est une disposition de droit public. L'État ne peut donner, verser des compensations qu'aux collectivités territoriales. Et les intercos, quelle que soit leur forme, ne sont pas des collectivités territoriales. Alors après, hein, on est d'accord ou pas, mais si vous voulez, je vous dis exactement pourquoi, voilà ce que dit la loi et ce que ça a donné, en fait, c'est pour ça. Donc voilà, sur ce point des intercos. Deuxième point, sur les avis que vous avez eu à rendre. Alors, Monsieur Cornalba, un avis positif, Clotilde, un avis négatif. Simplement, une information, va sortir très très prochainement une note à destination des maires, justement, pour vous aiguiller, pour vous aider à rendre ces avis conformes. Alors, comme l'a très justement dit Clotilde, c'est parfait, il faut effectivement, au préalable, quand vous êtes consulté par quelqu'un qui veut s'implanter sur le territoire de votre commune, faire des réunions tout à fait informelles, mais maintenant, vous en avez le droit, vous pouvez être à l'instigation de ceci, puisque vous êtes autorité organisatrice, quand même bien que ça serve à quelque chose, hein, vous avez des devoirs supplémentaires, mais vous avez des droits. Voilà. Donc, cette note, elle va sortir avec des exemples. Bon, on a réfléchi justement sur les différents motifs que vous pouviez évoquer sans vous retrouver mis au tribunal administratif par la personne qui voulait s'implanter sur le territoire de votre commune. Ça sort quand et où on pourra Alors, la d'ici la retrouver? fin de l'année. D'accord. Et sur le voilà, site sur le site du gouvernement, sur le site du service public, tout ceci. Et un autre document qui vous sera, je pense, très utile aussi, qui sortira lui aussi d'ici la fin de l'année. Alors, c'est un document qui a été établi conjointement par le ministère des Solidarités et Bercy, et qui est un guide de l'acheteur public et un guide de la commande publique pour vous aider dans l'élaboration de vos DSP. Parce que bon, hein, on n'en a pas encore parlé, mais si vous voulez, c'est juste plus large, oui, voilà, plus large, mais c'est important. Et également pouvoir vous positionner par rapport à des associations qui voudraient, elles aussi, gérer hein, des structures. Vous aurez tout ceci dans le guide de l'acheteur et de la commande publique avant la fin de l'année. Je suis, on pourra en faire pendant 3 heures ou autre, mais je vais me faire gronder. Ah non, j'arrête. Voilà. Donc il faut que... Non, mais merci beaucoup. C'est passionnant d'avoir, voilà, et surtout les conseils que vous avez donnés, effectivement, à nos présidents et aux maires pour avoir pour rendre les bonnes décisions. Hein, mon note, c'est vrai que ça peut être utile. On va aller de nouveau un peu dans le public. 2-3 questions ou pas, Madame. Je viens vers vous. Oui, merci. Ce n'est pas une question, mais Anita Payot. Non. Anita Payot, maire de la commune de Damigny et vice-présidente à la communauté urbaine d'Alençon, en charge de la petite enfance et de la politique éducative globale. Je voulais juste dire que j'étais venue l'année dernière lors de l'atelier qui s'y était fait sur la petite enfance. Et vous m'aviez, mesdames et messieurs, vous m'aviez proposé d'intégrer le groupe de travail petite enfance, ce à quoi j'ai répondu favorablement. Et juste, c'était aujourd'hui pour vous dire que c'est un groupe de travail qui est vraiment hyper important, hyper riche, que l'information que l'on a par voie de mail et puis les visios, franchement, moi, ça me permet de travailler avec la cadre petite enfance sur tous les sujets, enfin ce qui s'est passé là, les derniers décrets. Franchement, on a une veille extraordinaire. Donc voilà, c'était juste pour vous dire merci. Et puis que je voulais continuer, enfin qu'on voulait continuer ensemble. Et ce qui nous permet, en plus de ça, de pouvoir nous détacher d'un travail fastidieux de recherche, parce que vous moulinez pour nous, donc ça c'est bien, enfin en tous les cas pour moi. Et puis ça nous permet de travailler sur une création de 30 places en crèche pour le mandat à venir si on poursuit. Voilà, merci.
Je précise que c'est une intervention non rémunérée. Oui. C'est bon, non, on verra, on vérifiera. Non, merci beaucoup en tout cas. On apprécie beaucoup aussi. Comment on fait pour entrer dans le groupe de travail? Simplement, si vous êtes effectivement intéressé, mais ça permet de faire le lien, si vous êtes intéressé de nous rejoindre, puisque c'est un groupe de travail très interactif, très dynamique, tout simplement, vous venez nous voir à la fin avec les équipes et on vous intégrera bien évidemment avec grand plaisir. Il y a toute taille de collectivité et je pense que c'est ce qui fait la richesse. Quand on débattait notamment des avis à donner, par exemple, c'était intéressant d'entendre des grandes communes, je pense à Bordeaux, qui intervenaient sur ce sujet spécifiquement, et des plus petites, qui avaient peut-être d'autres réalités. Et confronter ces avis-là, c'est ce qui fait qu'à la fin, l'AMF, y compris lors des auditions parlementaires, lors des échanges avec les ministres successifs, puisqu'il y en a eu quelques-uns, peut aussi être enrichi de vos réalités. Et on en a entendu quelques-unes ce matin. Et je tenais vraiment à remercier les maires et les élus qui sont intervenus, parce que c'est toujours excessivement éclairant. On a un quart d'heure pour faire la deuxième séquence. On y va alors, hein, d'accord, ok. Deuxième séquence donc, elle sera consacrée aux moyens financiers et humains insuffisants qui, de fait, rendent moins pertinente l'ambition portée par le nouveau SPPE. Il manque au bas mot 13 500 professionnels formés dans les crèches et 42% des assistantes maternelles partiront à la retraite d'ici 2035. L'AMF avait par ailleurs exigé que la compensation financière soit intégrale et couvre l'ensemble des dépenses générées par ces nouvelles missions, estimant que l'enveloppe de 86 millions, on l'a vu, donc était assez trop réduite pour répondre à l'ambition de cette loi. Clotilde Robin et Daniel Cournarbat, vous revenez, 30 secondes, juste pour rappeler, Clotilde Robin, les revendications de l'AMF ne sont pas exhaustées. Comment agir pour faire entendre la voix des maires et quels sont les lieux actuels de négociation? Il n'y a pas de ministre, il y a un gouvernement. Il y a un ministre. Il y a une ministre, oui. Il y a une ministre, il y a une haute commissaire. On a des interlocuteurs qui changent, certes, mais on joue des coudes, on se fait entendre, on a la CNAF. Comment ça se passe? Quel est le niveau de négociation au moment où on parle, sans faire de révélation extraordinaire? 0, 10? Non, pas 0. On se fait entendre. L'AMF a une voix très forte. La puissante AMF a une voix forte, se fait entendre. Pose le cadre aussi, et on est toujours dans la concertation, on est toujours dans le dialogue, et on négocie des rencontres, on négocie de la discussion, on négocie des échanges. Donc non, on se fait entendre. Et je compléterai effectivement qu'il y a quand même des batailles que l'on gagne, y compris au sein du SPPE. Il y a un certain nombre de combats qui étaient historiquement portés, je parle sous votre contrôle, mais par l'AMF, qui ont été entendus. Mais il y a un sujet sur lequel on continue à se battre, et il semblerait qu'il y ait quelques ouvertures en ce moment. C'est notamment sur les montants de la branche famille de la CAF pour les créations de nouvelles places. Donc on a parlé de certains endroits qui sont très dynamiques en création de places, mais il se trouve qu'à l'échelle du territoire, tout l'argent qui est prévu pour ces créations ne se voit pas forcément dépensé, puisqu'il y a une réalité du coût des places, et évidemment une réalité aussi en matière RH. Donc un des combats que l'on a, c'est qu'une partie de cet argent qui n'est pas dépensé, plutôt que d'être redéployé ailleurs et parfois juste qu'on ne le voit pas, il puisse être utilisé pour l'existant. Et ce n'est pas anecdotique pour les maires que nous sommes, parce qu'en fait, le coût unitaire d'un berceau a quand même augmenté ces dernières années. Et donc, le choix de construire ou de ne pas construire à l'avenir dépend quand même aussi de la réalité de ce coût. Et enveloppe non utilisée, et si un maire, par exemple, constate que son coût augmente de 30%, il se dit... Quelle est la compensation dont je vais bénéficier? Est-ce que je suis sûr que dans 10 ans, les places que j'aurai créées seront toujours autant compensées? Donc ça, c'est absolument primordial. Jusqu'à maintenant, on nous fermait la porte. Je suis content ces derniers jours d'entendre de façon répétée la porte ouverte sur ce sujet. Elle est ouverte. Il serait temps, je pense, que ça se concrétise. Et vous, Clotilde, vous vouliez... Non, je parle d'un montant. Non, mais je parlais du FNAS. Voilà, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ah oui, vous faites comme moi, vous regardez la montre. On en parle beaucoup en groupe de travail, là encore. On ne va pas rentrer dans le détail. Pénurie de personnel qualifié, là aussi, c'est un autre sujet inquiétant. Quelle est la position, la sensation, et qu'est-ce qu'on fait sur le terrain pour y faire face, quoi? Alors, il y a une évaluation qui est toujours sujette à caution, mais on dit qu'il manque à peu près 6000 ETP, c'est à peu près l'équivalent, donc on voit que c'est assez énorme. Et effectivement, ça fait partie des enjeux quand on parle de création nouvelle, c'est toujours de se dire, et c'était très bien rappelé par Madame Laitier tout à l'heure, c'est que
si on crée d'un côté mais qu'on en supprime de l'autre puisqu'on n'a pas les personnels, on se retrouve bloqué. Donc tout le sujet actuellement, et on y travaille à plusieurs, c'est effectivement comment on arrive à créer une réelle filière de la petite enfance qui soit aussi proche de là où sont aussi les besoins et peut-être dans une certaine mesure de décloisonner les métiers de la petite enfance qui parfois le sont trop. Comment on travaille avec les personnes qui essaient de redonner leur lettre de noblesse à cette formation de la petite enfance? C'est un métier en crise, les jeunes ne veulent plus exercer ce métier? Alors là aussi, on l'a travaillé, c'est là que je voulais effectivement rebondir sur ce qu'avait dit Elisabeth Laithier. J'avais bien prévu d'en parler et de la nommer à ce moment-là. Une feuille de route a été tracée, validée ensemble en bureau sous la houlette effectivement d'Elisabeth Laithier, avec des propositions qui ont été faites, qui ont été remontées, qui sont remontées, je pense, au ministère de l'époque. Nous attendons un retour, puisque je le rappelle, ce plan métier appelé de nos voeux à l'époque déjà, quand nous travaillions ensemble avec Elisabeth pour l'AMF, de nouveau nous le demandons avec Daniel, ce plan métier que nous espérons, que nous attendons, puisque la filière des métiers de la petite enfance est organisée, on le dit souvent dans le groupe de travail, en tuyau d'orgue. Vous le savez, on ne peut pas passer d'une filière à une autre. Il n'y a pas vraiment un plan de carrière intéressant quand on s'engage sur cette filière de la petite enfance. Et les professionnels qui s'engagent là-dedans, eh bien, ne peuvent pas vraiment gravir les échelons, si je peux le dire comme ça brièvement. Donc en fait, c'est un métier qui est maintenant devenu peu attractif, difficile. Si autrefois, moi, vous savez, je suis professionnelle de santé, autrefois, moi, quand j'ai fait mes études et que j'avais un petit peu touché tout ça du doigt, on nous apprenait eh bien, à préparer des biberons, à changer une couche, enfin voilà, les soins. Maintenant, quand on rentre dans le filière petite enfance, on ne fait plus que du soin. On est sur du soutien à la parentalité, sur de l'accompagnement de la famille, sur de l'éveil de l'enfant. Il y a vraiment une prise en charge très, très, très globale du développement de l'enfant qui est complètement différente. Et tout ça, ça n'a peut-être pas été assez appréhendé et ça met aujourd'hui des professionnels de la petite enfance en difficulté par rapport à la formation qu'elles ont eue hier. Et du coup, c'est vraiment quelque chose, cette mutation, ce virage n'a effectivement pas été appréhendé, n'a pas été prise en compte et les formations d'hier ne sont pas adaptées à la formation d'aujourd'hui, à la profession d'aujourd'hui. Je vais dire une grosse bêtise sans doute, mais c'est non, pas jamais. J'ose parce que j'ai l'impression que c'est une question intelligente, mais elle ne l'est pas. Les assistantes maternelles, elles ont des obligations de formation. Alors, les assistantes maternelles ont une obligation de formation, bien sûr, mais les assistantes maternelles n'ont pas d'obligation de formation continue. Est-ce que c'est la voie pour parer au plus pressé, en quelque sorte? Les assistantes maternelles partent à la retraite et ne sont pas renouvelées. Dans les territoires, on voit une chute très importante du nombre d'assistantes maternelles quasiment dans tous les territoires. Là aussi, quand on a fait le diagnostic ensemble avec Elisabeth, on l'a vu que la chute était drastique un petit peu partout. Et peut-être en complément, pour aussi avoir un message positif, sur le service public de la petite enfance, effectivement, on l'a dit, on n'a pas attendu pour faire un certain nombre de choses. Là où il donne un levier, par exemple, nous, les formations qu'on essaie de développer pour les professionnels dans nos propres crèches, par exemple, ou les conférences sur la parentalité qui sont ouvertes aux parents, on fait en sorte que ça ne soit pas que ouvert aux professionnels ou aux parents, le cas échéant, de notre crèche municipale, mais que ça le soit à l'ensemble des acteurs. Et effectivement, nous, les assistantes maternelles du territoire, étaient extrêmement friandes de ça, de dire on a besoin aussi de se nourrir de ça, et de ne pas rester dans un isolement relatif, mais confronté à nos propres problèmes, pouvoir échanger avec d'autres professionnels. Et en tout cas, nous, on avait voulu concevoir la crèche municipale un peu comme le vaisseau amiral, si j'ose dire, dans lequel aussi les assistantes maternelles pouvaient venir en quelque sorte se ressourcer, échanger avec d'autres professionnels. Et ça, je pense que ce sont des dynamiques qu'on voit de plus en plus dans nos différents territoires. Effectivement, nous, les maires, les élus locaux, on a mis en place des choses justement pour essayer de redorer un peu cette attractivité, effectivement créer faire des formations, les proposer à l'extérieur, les ouvrir à l'extérieur, vers les assistantes maternelles, et puis essayer de trouver aussi des solutions pour redorer un peu cette image. Oui, oui. Très bien. On va voir avec Jean-François Guillaume, par exemple, si lui, de son côté, comment il affronte cette difficulté de recrutement en 1 minute 33 secondes, cher monsieur le maire, si vous pouvez donc nous donner un peu la tendance. J'ai pris 3 notes, donc ça va aller vite. Donc déjà, en préliminaire, il faut quand même savoir que 80% du coût de fonctionnement d'une crèche, c'est le personnel. Alors ça, c'est un critère financier, mais on se dit derrière, on doit assurer la qualité, c'est très important. Et quand vous avez
dans ma crèche, on suit le barème, les barèmes qui nous sont donnés. Un CAP qui touche 1 426 € net et une AP qui touche un peu plus de 1 500 € net, mais franchement, vous voyez un peu finalement quelqu'un qui va travailler au McDo ou quelqu'un qui travaille dans une crèche, on lui donne la même rémunération. Je dis que là, il y a vraiment un réel problème. Évidemment, travailler au McDo. Hein. Oui, mais bon, dans une crèche, c'est encore plus compliqué. Et puis, c'est beaucoup plus technique. Alors, nous, effectivement, on rencontre ce genre de problème. Et qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer la qualité d'accueil et de faire en sorte que notre crèche soit attractive pour pouvoir avoir des gens et qui viennent. Alors, on a des locaux qu'on a fait. On a fait très attention. Quand on a fait nos locaux, on l'a fait avec une directrice de crèche. Donc déjà, ça facilite les choses. Après, nous, on a, comme dans toutes les crèches, un turnover qui est incroyable. Depuis 2008, on a eu 80 personnes qui sont passées dans notre crèche. 80 personnes, à savoir qu'on a 9,5 ETP. Donc c'est quand même énorme. Alors comment faire pour essayer de stabiliser une équipe? Il faut essayer de mettre une bonne ambiance, il faut essayer d'encourager les gens. On fait un petit peu de l'animation d'équipe et ça c'est très très important. Et puis je crois qu'il faut les encourager parce qu'il n'y a pas que l'argent pour encourager, mais il y a quand même un peu l'argent. Alors, il existe quand même, d'après, je ne sais pas si c'est la dernière loi, une loi d'avant, ce qu'on appelle le bonus attractivité, sous couvert, où en fait, on peut bénéficier de 475 € par place et par an. Donc, si vous prenez cette somme-là, ça fait en gros qu'on peut rajouter 100 € net sur nos employés. Donc, je pense que déjà, c'est un bel encouragement. Puis, dernière chose, on peut le faire dans une petite commune parce qu'on est petit. Moi, j'ai une adjointe à la petite enfance qui est exceptionnelle et qui est là régulièrement, qui va voir l'équipe, qui les encourage. Parce que vous savez, quand vous avez une équipe et puis qu'il y a la visite de la PMI qui est en train de vous dire il y a ceci, il y a cela, il y a cela, si les élus ne sont pas là derrière pour les soutenir, ça les décourage. Donc je pense qu'on a un rôle énorme là-dessus. On n'a pas parlé soutenir de la PMI, notre personnel. On n'a pas parlé. Oui. Bon, merci beaucoup. Et puis il ne faut pas un McDo. Dernière chose que je veux dire aussi, oui, c'est que très rapidement aussi que ce que subit le personnel et les équipes, c'est les normes. On n'en peut plus des normes. On nous rajoute des normes et des normes. Ça devient impossible à gérer. Trop de normes tuent la norme. On n'en peut plus. Donc à un moment donné, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais ça joue sur l'ambiance du personnel. Elles sont là aussi pour protéger. Donc, mais c'est un autre débat. Je suis largement d'accord avec vous. Madame, Eustache. Revenez donc nous voir un petit peu de BMAO sur un plan financier. Alors vous multipliez les demandes de subventions et sollicitez de plus en plus les fondations ou les appels à projets de la CAF via la convention territoriale globale du CTG. C'est-à-dire qu'il y a, et monsieur vient de le redire, j'ai oublié le dispositif dont il vient de parler, les 475, voilà. Le bonus attractivité, oui. Voilà. Donc il y a des moyens d'aller gratter comme ça un peu d'argent. Oui, tout à fait. Nous avons sur un service, donc notamment la directrice qui est là. Oui, donc, oui. Qui est une personne très, très, très sur les appels à projets. Elle est toujours à l'affût pour répondre aux appels à projets de la CAF que nous utilisons énormément donc à BMAO et également nous répondons aussi aux appels à projets des fondations sur le territoire de la Guadeloupe. Et nous avons j'ai entendu quelques personnes qui ont des difficultés, enfin certaines communes. Nous avons, de par l'attractivité de nos territoires, une liste d'attente, bien sûr, une très, très grande liste d'attente donc pour les places et également pour des assistants maternels qui veulent s'installer sur le territoire et qui veulent créer leur structure. Ah donc, bon, vous avez... Voilà. Ah, oui. Donc, oui, parce que comme je l'ai dit en préambule, nous avons beaucoup de personnes qui travaillent sur le territoire et la BMAO est obligée de s'organiser à ce niveau-là. Donc vous n'avez pas de problème de recrutement? Non, nous n'avons pas. Et nous accompagnons les assistants maternels également, donc concernant la formation, pour aussi établir les bulletins de salaire. Donc ils sont
Il y a vraiment donc dans le cadre de la maison de la petite enfance. Voilà, dans le cadre nos structures sont bien encadrées et de part aussi, nous avons depuis 2010, comme je l'ai dit, créé la maison de la petite enfance qui est très dynamique et qui a un personnel qui est formé et qui accompagne très bien les structures sur notre territoire. Merci Madame Eustache, merci beaucoup. Christine Fornès, on a eu une réponse, Madame Laitier, tout à l'heure sur le versement compensatoire qui abonderait les caisses de la communauté de communes. On avait discuté ensemble en préparant ce forum. Vous trouviez que c'était plus logique que ce soit plutôt là. Alors, comment vous, par rapport à cet éclairage-là? Alors, au bémol près, que ce que je disais, c'est pas forcément que la communauté de communes doit toucher cet argent, mais en fait, si elle a la compétence, ça me paraît logique que ce soit elle qui touche. J'ai bien entendu la remarque qui a été faite. En tout cas, quand on parle de simplicité, de simplification, on n'est vraiment pas dans la simplification parce qu'il y a quand même des collectivités qui vont se battre pour récupérer l'argent. Par contre, personne ne se battra pour prendre le travail qu'il y a à faire en face. Hein. Mais l'indemnité risque d'être plus difficile à transférer. Alors, baisse de la natalité, baisse des asthmates, demande en hausse, puis en baisse. Ça dépend de l'entrée, de la sortie sur le territoire. Est-ce qu'à l'approche de la Noël, finalement, sur ce secteur en particulier, mais dans d'autres, le meilleur des cadeaux qu'on peut faire au maire, c'est pas une boule de cristal? Alors, je crois que le maire, il a besoin souvent d'une boule de cristal parce qu'en fait, on nous demande de deviner l'avenir, sans compter que sur la petite enfance, créer un établissement de jeune enfant, ça demande quelques mois. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut en amont qu'on pense, alors que la demande n'est pas forcément encore là, qu'on imagine ce que sera la demande dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Comme il nous faudra également de la souplesse, peut-être, pour revenir en arrière, parce que peut-être qu'un jour, on aura à se positionner, à se poser la question, que fait-on de nos crèches si, par malheur... Modularité des équipements publics qui s'adapteront donc aux besoins. Donc oui, la boule de cristal, ça peut aider, mais bon, on a aussi d'autres outils et on a l'habitude de travailler comme ça, donc on y arrivera. Merci Madame Fornès. Djida Djalali Testache, donc de Villiers-le-Bel, le maire de Villiers-le-Bel. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez les mêmes difficultés de recrutement ou est-ce que BMAO est une espèce d'oasis dans l'océan national? Bien malheureusement, nous avons les mêmes difficultés. Nous avons, une crèche, nous avons 6 crèches collectives. Donc, on a beaucoup de mal à recruter des auxiliaires de puéricultrices parce que c'est des métiers en forte tension, vous le savez, et tout le monde recrute à tour de bras. Et quand même, la question du salaire, du régime indemnitaire. Donc, nous, on a évolué l'accompagnement dans le cadre de la CTG avec la CAF. On a pu bénéficier d'un bonus territoire, une petite prime, 100 € par mois net, c'est pas rien, pendant 2 ans. Donc voilà, c'est des petits leviers. Après, l'autre difficulté, c'est le vieillissement de nos assistantes maternelles. Du coup, nous, c'est celles que nous avons par la ville. On en avait 50 il y a 10 ans. Aujourd'hui, il m'en reste 10. Par contre, le manque vraiment des vocations. On est en train de travailler sur un système de MAM, c'est-à-dire c'est un pavillon, des locaux que la ville mettra à disposition pour partager cela entre plusieurs assistantes maternelles. On a aussi la difficulté, c'est les agréments, je ne sais pas les autres maires. Nous, sur le département du Val-d'Oise, c'est extrêmement compliqué pour nos assistantes maternelles parce que pour exercer chez elles, vous le savez, il faut un agrément. On ne se lève pas comme ça le matin et on garde des enfants. Il y a tout un accompagnement. La petitesse, parfois en Île-de-France, des logements font que pour que ce soit rentable pour elles et pour nous, il faut 3 enfants minimum. Aujourd'hui, c'est un vrai frein. C'est la question des logements. Et puis la question, elles sont un peu seules. Elles sont un petit peu seules. L'idée de les rattacher aussi à certaines crèches collectives pour sortir un petit peu de cet isolement. Elles sont accompagnées, mais c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. C'est un journaliste qui pose des questions parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et depuis le début, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais vous allez m'apporter la réponse. On est sur une crise des vocations.
Qu'est-ce oui, qui fait crise que... des vocations. C'est générationnel, les jeunes n'ont pas envie de faire ce métier? Ah bah complètement. Les jeunes mamans, d'accord. Oui, aujourd'hui ça n'attire C'est très aussi peu. simple que ça. Très peu. Même Nous, à alors, Bémao un dispositif que... Non, et non. Ouais. Oui, non. Alors il faut peut-être qu'on aille s'installer tout en ça, Guadeloupe. Non, mais allez-y, Peut-être pardon, y aller. excusez-moi. Alors nous, un dispositif, si je peux me permettre, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Dans le cadre de la CTG, nous, on a bénéficié d'un dispositif qui s'appelle les crèches éphémères. C'est-à-dire pour permettre à des mamans d'aller voir le médecin, d'aller chercher du travail, d'aller faire une formation. Donc elles sont dans nos structures, on les garde pour quelques heures. Ça, c'est un vrai levier. Ça fonctionne bien. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous rapprocher de moi tout à l'heure. Ça fonctionne très bien. Très bien. L'école va bientôt ouvrir, vous le savez, exceptionnellement à partir de 11h. Donc, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Merci, Madame le maire. C'était passionnant de vous entendre. Je vais appeler effectivement, tout en allant chercher quelques questions quand même dans le public, mais deux co-présidents vont se mettre ici pour y répondre, ou si vous pouvez interpeller d'autres personnes. Est-ce qu'il y a 2-3 petites questions que vous aimeriez poser au co-président, monsieur, ou aux autres intervenants, bien sûr? Rapide, bien sûr. Bonjour, donc Farid Cherrier, je suis maire de la commune de Lupé, un petit village dans la Loire. Il y a aussi vice-président chargé des services à la personne et de la petite enfance au niveau de l'intercommunalité du Pilat rhodanien. Juste, je voudrais évoquer 2 problématiques. La première, c'est le financement de ces crèches. Donc, ça a été évoqué. Donc, c'est vrai que nous avons des crèches et des micro-crèches. Aujourd'hui, le financement donc, se fait par 3 entités. Donc, on a la CAF, les parents et l'intercommunalité. Donc, concernant les parents, donc, le barème fixé par la CAF, il est fixe, il est annuel, il bouge très peu. La participation de la CAF, elle aussi, bouge très peu. On n'a pas parlé du taux d'occupation, mais c'est aussi effectivement un enjeu pour les collectivités. Et ce qui fait que c'est l'intercommunalité qui verse un versement, une dotation d'équilibre pour le financement de cette CAF. Depuis le début du mandat jusqu'à la fin du mandat, cette dotation, ce versement aura augmenté de 50%. Les prospectives nous laissent voir que cela risque d'augmenter très fortement, avec notamment des charges qui augmentent de manière très importante. Et ces charges, elles sont dues par rapport au fait qu'on a donc des salariés qui, en fonction de leur ancienneté, voient leur salaire augmenter, ce qui est très bien. On parle d'attractivité, c'est une très bonne chose, mais les charges augmentent. On parlait des normes qui augmentent aussi, les normes de sécurité qui sont très contraignantes et qui nécessitent beaucoup d'investissement. Et donc, c'est vrai que pour les collectivités, ce financement des crèches va augmenter de plus en plus. Donc ça, c'est un réel problème. Le deuxième problème, et ça va avec le taux d'occupation, et notamment par rapport à l'aménagement du territoire, c'est qu'aujourd'hui, pour un jeune couple, il est très difficile de s'installer chez nous. Parce qu'en fait, le prix de l'immobilier a fortement augmenté. Alors, je ne parlerai pas de la ZAN, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va assister de plus en plus à un vieillissement de la population dû au fait qu'il est impossible aujourd'hui ou très difficile pour des jeunes de venir s'installer chez nous. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on assiste aujourd'hui en France à une France de grande agglomération qui serait dynamique parce que les jeunes pourraient venir s'installer et trouver des places en crèche. Et parce qu'ils auront un logement, et une France rurale où pour des jeunes couples, non seulement il serait difficile de venir s'installer, et puis on rentrerait dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que si pour les collectivités il y a peu ou pas d'enfants, dans ce cas-là, il y aurait des suppressions de places, et ce cercle vicieux continuerait, et on arriverait effectivement à une France où dans les zones rurales, on n'aurait plus cette possibilité d'accueillir des enfants. Voilà, donc je voudrais simplement souligner ces problématiques pour nos zones rurales. Merci. Cette intervention. Et puis on conclut. On va faire ça. Oui, on va terminer avec ces 2 questions. Peut-être pour répondre à la première question. Effectivement, c'est un sujet sur lequel nous alertons très très régulièrement lors de nos auditions. On a l'école qui arrive. Donc on va conclure. On alerte sur tous ces points. Nous sommes effectivement plus ou moins entendus. Et pour ce qui est de la position de l'AMF, elle est claire. Nous demandons à ce que une tarification au forfait soit remise sur la table. On ne remet pas en cause, bien évidemment, le bien fondé de la PSU. La PSU étant très intéressante pour pouvoir accueillir tous les enfants. Mais effectivement, d'abord, elle est compliquée pour le gestionnaire. Elle lui demande de travailler vraiment sur un taux d'occupation à amplitude horaire large. Ça a été évoqué sur la difficulté pour les familles de pouvoir remplir, de pouvoir venir poser le matin l'enfant, le récupérer plus tard.
Donc nous demandons vraiment à ce que soit proposé un tarif, une tarification au forfait notamment à la demi-journée, de façon à ce qu'on trouve une solution. Voilà, ça c'est pour un premier élément de réponse. Pour le deuxième élément de réponse, eh bien, sur les zones rurales, les zones urbaines, pour l'instant, on n'a pas vraiment de difficultés avec ça en termes d'aménagement du territoire. Maintenant, on est extrêmement vigilant à ce que justement il y ait la possibilité d'installer partout et pour tout le monde. Ça, c'est vraiment la position de l'AMF. On n'a jamais favorisé et plébiscité un mode d'accueil plutôt qu'un autre. Ça, c'est vraiment la position vraiment de principe. Elle est très ferme. Voilà. Moi, je vais directement à la conclusion, puisque je vois que petite enfance et éducation se mêlent, et c'est très bien. Simplement pour vous dire un grand merci, et vous dire, à mon sens, un des défis, et qui clôt quelque part nos travaux, et qui fait le lien avec tout le reste, c'est que le service public de la petite enfance, il pourrait être un exemple de décentralisation réussie. Je m'explique, et j'en termine par là. Un État qui fixe un cap, qui fixe effectivement une qualité minimale exigée, quel que soit le type de structure, comme tu l'as rappelé, qui fixe ce cap-là, mais qui en donne aussi les moyens d'un point de vue financier. Et ensuite, charge au territoire, on l'a vu dans leur intelligence respective, selon leurs réalités qui sont distinctes, de développer les solutions. Et je crois que ce matin, on en a entendu beaucoup. Et donc, je tenais à titre personnel à vous remercier très, très chaleureusement et à inviter celles et ceux qui ne sont pas encore membres du groupe de travail à nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci.